21 août. Le ciel matinal de Moscou n'était pas illuminé par des feux d'artifice, mais par des flammes et du métal. Depuis trois directions, nord, sud-est et ouest, plus de 200 drones suicides ukrainiens ont fondu sur la ville comme des flèches mortelles. Les moteurs rugissaient, laissant des traînées de fumée dans la nuit, chacun plongeant à près de 200 km par heure. Trois vagues de drones coordonnaient la reconnaissance pour dégager la voie, le brouillage électronique pour aveugler les radars, puis l'essaim de drones suicides frappant directement le cœur de la ville. La gare centrale brûlait intensément son dôme rougeoyant comme un four d'acier. Un camion de munitions a explosé dans une station de carburant militaire, déclenchant une réaction en chaîne qui a tué 37 personnes et des dizaines de soldats. L'aéroport de Sheremetyevo était paralysé, 38 vols annulés, les passagers fuyant dans la panique. Une fumée noire enveloppait la rivière Moskva, des éclats de verre jonchant les boulevards. Plus de 3 millions de personnes ont été privées d'électricité pendant 2 heures, des milliers de familles piégées dans des abris, les sirènes hurlant mêlées de cris et de pleurs. Ce n'était plus une simple incursion à la frontière. C'était le moment où le cœur de la Russie fut transpercé, où la capitale autrefois jugée imprenable s'est transformée en champ de bataille. Mais qu'est-ce qui a poussé l'Ukraine à oser frapper Moscou avec une telle férocité? Quelle douleur se cache derrière cette attaque? Laissons les services de renseignement de la marine révéler la vérité. Ouassar 28, 29 août, Moscou. La ville dormait encore sous un épais brouillard matinal, ses larges boulevards et ses immeubles gris semblant figés depuis des décennies. Mais en un instant, le silence fut déchiré. 200 drones suicides ont plongé sur la capitale depuis le nord, le sud-est et l'ouest. Chaque rotor hurlait dans l'obscurité, leur lumière clignotante traçant des sillages rouge-vert-blanc, une pluie d'acier fonçant vers le centre. La première explosion a retenti dans le quartier de Tagansky, puis s'est propagée comme un séisme. Les tunnels du métro tremblaient, les dômes du Kremlin absorbaient une onde de choc. Moscou ne s'éveillait plus sous la lumière du soleil, mais sous le clang froid de l'acier frappant le granit. Les habitants se précipitaient sur leurs balcons, levaient les yeux et comprenaient à cet instant que la capitale avait été violée. L'attaque n'était pas chaotique, elle était terrifiante d'ordre. La première vague de drones émettait de faux signaux transformant les radars Pantsir et S-400 en chambres de parasites. La deuxième vague, composée de kamikazes, plongeait directement sur des cibles durcies. La dernière vague planait en arrière filmant et transmettant des données en direct à Kiev. Leur trajet avait commencé à Tchernihiv, suivant la rivière Moskva, les immeubles imposants servant de boucliers parfaits, masquant les scènes au regard des radars. Les Russes n'ont pas pu activer leur réseau de défense antiaérienne à temps. Les canons antiaériens rugissaient, tirant sauvagement, mais les drones continuaient de percer, plongeant comme des lances. La première cible détruite fut la gare centrale de Moscou. Un drone s'est écrasé sur le dôme, enflammant les réservoirs de carburant. Les flammes ont jailli violemment, engloutissant les wagons. Le dôme s'est effondré, l'acier tordu en éclats rougeoyants. Les passagers fuyaient dans un chaos total, à travers une fumée épaisse, beaucoup piégés sous terre. Une vidéo prise par le téléphone d'un survivant montrait des dizaines de brancards alignés dans la cour de la gare, recouverts de draps blancs, accompagnés des cris d'enfants et des hurlements des sirènes des pompiers. Au sud, la station de carburant militaire s'est transformée en enfer. Un camion de munitions et un plein ravitaillement fut frappé au moment précis où un drone s'y écrasait. La première explosion a déclenché une chaîne mortelle. 9 autres camions ont explosé les uns après les autres, le sol tremblant, comme lors d'un séisme, les civils croyant à une attaque nucléaire. Les flammes s'élevaient à un demi-kilomètre, projetant une lumière rouge sur des quartiers entiers. Des fenêtres se brisaient à 4 kilomètres à la ronde. Dans une vidéo, la caméra embarquée d'un chauffeur de taxi a capturé un éclair aveuglant et un rugissement assourdissant, puis l'obscurité. À Arbat, des drones à longue portée ayant parcouru plus de 600 km depuis Kharkiv ont frappé une usine de drones militaires russes. Le site dépendait de composants importés de Chine. 2 lignes de production furent détruites, des centaines de carcasses de drones inachevées prirent une feu maheu. Les ouvriers paniquants en fuyant, beaucoup s'effondrant sous l'effet de l'inhalation de fumée. Une image glaçante montrait une silhouette titubant s'effondrant au milieu de cadres d'acier rougeoyants comme des braises. Mais tous les drones n'obéissaient pas. L'un piraté ou égaré s'est écrasé sur un immeuble d'habitation à Rostov-sur-le-Don.
3 étages se sont effondrés, révélant une chambre où une lampe de bureau brillait encore. Les habitants se sont déversés dans la rue, le sang se mêlant à la poussière de ciment. La frontière entre cibles militaires et civiles n'existait plus. Seule restait la terreur d'une technologie hors de contrôle. La destruction était sans précédent. 41 installations furent complètement détruites, 3 bâtiments administratifs, 2 stations de relais télécom, 4 dépôts d'approvisionnement, un centre de données de défense, 118 blessés, 37 morts, la plupart lors de l'explosion en chaîne à la station de carburant et de l'effondrement du dôme de la guerre. Plus de 3 millions de personnes ont perdu l'électricité pendant 2 heures. L'ensemble du système de métro fut d'arrêter les civils s'entassant dans des abris souterrains profonds, autrefois conçus pour résister à des bombes nucléaires. 3 grands aéroports furent fermés en urgence, 60 vols détournaient l'état psychologique de la société brisée. Une diffusion en direct depuis un gratte-ciel montrait une mère serrant son enfant pleurant, tout en couvrant les oreilles du garçon alors que les explosions résonnaient. Les chaînes Telegram russes submergées diffusaient des images d'incendies et de destruction malgré la censure gouvernementale. Certaines vidéos montraient des soldats tirant sauvagement dans le ciel, tandis que les drones continuaient de descendre inexorablement. Moscou, autrefois perçu comme une forteresse imprenable, vit sa légende détruite en une seule nuit. Cette nuit-là, le ciel de Moscou s'embrasa de rouge. Mais ce n'était qu'une réponse. Une réponse à une nuit encore plus brutale lorsque la Russie déchaîna une arme sans précédent sur l'Ukraine le 20 août. À partir de ce moment, la guerre des drones, ses SM de fer commença. 1h43, 21 août. Au-dessus du ciel de Kharkiv, le premier son ne fut pas celui des sirènes, mais le sifflement supersonique d'un missile Zircon. Pour la première fois, la Russie lança cette arme hypersonique Mach 9 sur l'Ukraine. Elle arriva à une vitesse qu'aucun radar ne pouvait détecter, à temps ne laissant qu'une brève traînée de lumière avant d'exploser au centre de la ville. Des éclats d'acier pleuvaient, déchirant les murs, déchirant la chair humaine. Sans s'arrêter là, des dizaines de missiles, calibres et de drones suivirent en transformant Kharkiv et Kherson en mer de feu. Des blocs industriels s'effondraient, des dépôts logistiques explosaient comme des barils de poudre. À Kherson, un hôpital de campagne fut touché, son toit s'effondrant, alors que des chirurgiens effectuaient encore des opérations d'urgence. Les gens utilisaient les lampes de leur téléphone pour avancer à tâtons dans une fumée épaisse cherchant les patients. Un enfant encore relié à une perfusion fut extrait des décombres, le visage pâle, les yeux écarquillés. Dans la rue voisine, une église en pleine prière vit sa cloche arrachée par l'explosion s'écrasant sur les marches. En un éclair, une lumière aveuglante effaça tout, et quand la poussière retomba des corps, gisaient éparpillés. 32 personnes moururent cette nuit-là. Pas des soldats, mais des civils endormis, priant en train de guérir. Une vidéo de surveillance d'un quartier montrait la rue illuminée comme en plein jour pendant une seconde, puis réduite en cendres. Ce n'était plus une attaque militaire. C'était une guerre psychologique, une frappe contre la volonté d'une nation. La cible n'était pas les armes, mais la foi. Moscou voulait prouver qu'aucun endroit en Ukraine n'était sûr. Cette frappe n'était pas pour conquérir du territoire, mais pour semer la peur, forcer la soumission. Ce n'était plus une guerre frontalière. C'était une tentative d'effacer l'existence d'une nation. Dans un bunker de commandement profondément enfoui sous Kiev, des écrans bleus froids projetaient des ombres tendues sur les visages des dirigeants. La liste des victimes fut posée sur la table. Le président Zelensky la prit, resta silencieux pendant quelques secondes, puis prononça seulement 2 mots. « Ça suffit ». Pas un cri, mais un verdict. Et immédiatement, la déclaration suivit. « S'ils brûlent nos hôpitaux, nous brûlerons leurs dépôts de carburant ». À partir de ce moment, l'Ukraine se transforma. De la défense, elle passa à la contre-attaque. Pas avec des armes avancées. Ils n'avaient ni zircon ni calibre. Ce qu'ils avaient, c'était une volonté de survie et les mains infatigables d'ingénieurs. Dans de petits ateliers, des moteurs d'avions civils furent démontés équipés de caméras embarquées. Des batteries de vélos électriques devinrent des sources d'énergie. Des obus furent enveloppés de papier aluminium pour aveugler l'infrarouge. Des GPS issus de sources ouvertes étaient connectés via des satellites commerciaux. Chaque drone coûtait seulement quelques centaines de dollars, mais en SM, ils devenaient des cauchemars. Le plan fut établi non pas pour frapper les frontières ou les troupes de première ligne. Au lieu de cela, la cible était le cœur de l'ennemi Moscou. Si le Zircon pouvait tuer des enfants à Kharkiv, alors ces drones bon marché pouvaient faire saigner la capitale russe.
L'Ukraine choisit de frapper là où l'arrogance était la plus profonde, le symbole du pouvoir et de la confiance russe. Ils ne ripostaient pas pour une simple vengeance. Ils ripostaient pour prouver que même poussée au bord du gouffre, l'Ukraine ne tomberait pas. Le 21 août, Kharkiv brûlait rouge. Mais de ses cendres émergea un plan. Un plan répondu par l'intellect, pas par l'argent. La Russie pensait que la puissance du zircon pouvait briser la volonté d'une nation. Au lieu de cela, ils ont créé une fureur inextinguible. Cette nuit-là, Moscou sema la peur en Ukraine. Mais seulement un jour plus tard, Moscou elle-même goûterait cette même terreur sur son propre sol. Avant de poursuivre, dites-nous de quel pays suivez-vous cette histoire? Il est inspirant de savoir que l'Ukraine reçoit encore le soutien d'alliés à travers le monde. 29 août. À peine 30 minutes après la première vague de drones, le centre de commandement du ministère russe de la Défense fut de plonger dans le chaos. 2 des 6 lignes de communication par satellite militaire furent coupées après qu'un drone eut frappé une centrale électrique dans le quartier de Zamosk-Foretchia. Le quartier général ne pouvait plus communiquer avec les forces de défense occidentales. Un ordre d'alerte nucléaire de niveau 1 fut émis mais ne put être transmis. Ce n'étaient pas les missiles qui faisaient trembler la Russie, mais le vide mortel, perte de commandement, perte de connexion, perte de contrôle en plein cœur de la capitale. Dans la tourmente, la Russie activa son bouclier à 3 couches. Les systèmes Pantsir S-1 montés sur les toits gouvernementaux ouvrirent le feu leur traçante, lacérant le ciel. Les S-400 lancés depuis la périphérie laissaient des traînées de fumée à travers le brouillard. Les systèmes de guerre électronique commencèrent à émettre des signaux transformant Moscou en une zone de brouillage dense. Résultat, dans la deuxième vague de drones 28 furent abattus par les Pantsir 13 autres bloqués par les S-400. Mais 9 drones parvinrent à passer. Un dépôt d'approvisionnement militaire à Prisnensky s'embrassa les flammes dévorant des rangées entières de bâtiments. Une tour de télécommunication s'effondra, coupant les signaux dans plusieurs quartiers. La Russie affirmait avoir abattu la plupart des drones, mais les colonnes de fumée noire s'élevant au centre de Moscou démentaient toutes les rassurances. L'Ukraine lance une nouvelle frappe coordonnée ne se concentrant plus sur le centre. Les drones furent redirigés vers les lignes d'approvisionnement et les points stratégiques. Une voie ferrée au sud de Moscou explosa les rails tordus un train de fret de carburant brûlant d'un rouge vif. L'aéroport de Sheremetyevo principal, porte d'entrée de la capitale, fut forcé à une évacuation d'urgence, 38 vols annulés. Un convoi militaire en ravitaillement en banlieue fut frappé par un drone suicide. L'explosion en chaîne détruisit véhicule après véhicule, arrachant des tôles sur des kilomètres, les habitants à proximité, pensant qu'un séisme avait frappé. Les murs des maisons se fissurèrent, les fenêtres éclatèrent, des milliers de personnes fuirent à travers une fumée épaisse. Des tours de feu s'élevaient, rappelant les explosions de dépôts de carburant lointains, mais cette fois juste à côté de la capitale russe. À la périphérie de Mytchushchia, la poursuite brisa le moral russe. Un drone de reconnaissance repéra un convoi de commandement. Le signal appela immédiatement un drone suicide. Il plongea de 40 mètres, s'écrasant directement sur le capot d'un UAZ. L'explosion déchira le véhicule, le projetant, en tournoyant dans la poussière. Des caméras infrarouges enregistrèrent la scène. La voiture se tordit comme une canette écrasée avant de s'embraser. Les soldats paniquèrent, certains abandonnant leur véhicule pour courir dans les bois en bordure de route. Une seule vidéo révéla la vérité. Dans une guerre sans ligne de front clair, tout véhicule russe pouvait devenir une proie. À l'intérieur de la ville, l'affrontement devint brutal. Les quartiers de Tagansky et Basminy se transformèrent en forteresses improvisées. Les canons antiaériens rugissaient sans relâche, tirant sur tout ce qui traversait le ciel. Résultat, 2 vrais drones furent abattus, ainsi que 3 leurs, mais un hélicoptère civil fut également touché par erreur de la fumée, s'élevant d'un terrain près de la rivière Moskva. Les civils commencèrent à fuir. La ceinture périphérique MKD fut bloquée sur des dizaines de kilomètres. Les voitures s'alignaient à l'infini, beaucoup abandonnées, les gens fuyant à pied portant des valises, des enfants, voire des animaux domestiques. Sur les réseaux sociaux, des vidéos se propageaient des soldats russes tirant dans le ciel, criant « L'ennemi est au-dessus, nous ne savons pas d'où il vient ». Ces images brisèrent la croyance que Moscou était une forteresse imprenable aux yeux de son propre peuple. Au Kremlin, la panique régnait. Garder toutes les défenses pour protéger la capitale signifiait exposer les frontières permettant à l'Ukraine de pousser plus loin.
Mais riposter vers l'extérieur signifiait laisser des brèches pour les prochains essais de drones. Les deux options portaient un risque mortel. Moscou n'était pas tombée, mais elle n'était plus intouchable. La Russie était piégée dans une impasse suffocante, proclamant que la situation était sous contrôle tout en scrutant le ciel, craignant la prochaine vague de drones à tout moment. L'Ukraine ne s'arrêta pas. Avant que nous abordions un plan encore plus audacieux en préparation, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. La frappe sur Moscou avait réussi. Mais l'état-major ukrainien comprit que frapper le cœur ne suffisait pas à faire tomber un empire. Un cœur peut continuer de battre si les artères continuent d'acheminer le sang. Pour la Russie, ces artères étaient le vaste réseau logistique s'étendant de Luhansk à Rostov, de Kursk jusqu'au faubourg de Moscou. À 17h, le 29 août, la décision fut prise, une nouvelle vague de drones commencerait non pas sur des symboles, mais sur les artères alimentant la machine de guerre. La première vague plongea vers le sud. Un drone frappa le dépôt d'approvisionnement de Luhansk au moment précis où 7 camions chargés de munitions faisaient le plein. L'impact initial créa une colonne de feu. 3 secondes plus tard, le deuxième camion explosa, puis le troisième. La réaction en chaîne transforma tout le dépôt en une boule de feu massive illuminant le ciel au-dessus du Donbass. L'onde de choc brisa les fenêtres des maisons à 5 km à la ronde. Pendant ce temps, à Rostov, un drone ukrainien à longue portée s'écrasa sur la raffinerie de pétrole de Novostatinsk. En quelques secondes, d'immenses réservoirs s'enflammèrent en des flammes rouges rugissant dans le ciel. Un mur de fumée noire haut de 3 km couvrit l'horizon sud de Rostov. L'incendie fit rage pendant 18 heures consécutives, coupant complètement les approvisionnements en pétrole de tout le district militaire sud. Les observateurs conclurent que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la Russie était étranglée de l'intérieur. Pas par des armes nucléaires, pas par des bombardements massifs, mais par des drones coûtant seulement quelques centaines de dollars. Moscou sombre dans l'obscurité. 7 districts centraux furent presque paralysés pendant 48 heures. 3 grands aéroports furent fermés, plus de 300 vols annulés ou détournés. Des taches de feu rouge de la gare de Kursk à la raffinerie de Rostov, en passant par le complexe de drones de Kamensk-Chatinsky, brillaient dans le ciel nocturne, transformant la carte satellite de la Russie en une peau marquée de brûlures. Les estimations initiales indiquaient qu'en une seule semaine, les pertes en infrastructure et industrie dépassaient 12 milliards de dollars. Le rouble s'effondra, perdant 9% de sa valeur en 2 jours. Mais les chiffres n'étaient pas seulement sur le papier. Ils représentaient aussi 300 soldats russes tués et 150 civils blessés, 40 morts, principalement lors de l'explosion en chaîne à Luhansk. Pour la première fois, Moscou goûta à la guerre dans sa capitale. Les rues, autrefois remplies de klaxons, étaient désormais étouffées par la fumée. Les gens fuyaient les supermarchés. Les distributeurs automatiques étaient saturés. Les produits essentiels disparaissaient des rayons en quelques heures. La panique se transforma rapidement en doute. L'armure impénétrable du Kremlin n'était-elle qu'une illusion? Dans l'armée, le moral s'effondra davantage. De nombreux soldats en première ligne appelaient en chez eux, demandant si même la capitale n'était pas sûre recevrait-elle du soutien dans les tranchées. Certains demandaient à se retirer pour protéger leurs familles. Pendant ce temps, l'Ukraine, autrefois sur la défensive après la frappe, Zircon émergeait désormais en tenant l'initiative. Ils n'avaient pas de stock de missiles valant des centaines de millions, mais ils transformèrent des drones bon marché en armes stratégiques, chacun coûtant seulement quelques centaines de dollars, mais perçant ce qui était considéré comme la défense anti-aérienne la plus dense au monde. Le monde vit une vérité, la guerre asymétrique pouvait percer le bouclier d'une superpuissance. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, mais un message nul besoin de nombres écrasants. Une nation peut résister aux puissants si elle exploite l'intellect et la technologie. La guerre n'a jamais été seulement une question de nombres et de cartes. Derrière chaque explosion, chaque lueur rouge sur les écrans satellites, il y a de vraies personnes perdant leur maison, leurs proches et leur foi en demain. L'Ukraine n'a pas choisi ce chemin. Elle fut forcée de prendre les armes, d'inventer des tactiques asymétriques pour assurer son existence. Moscou en flammes n'est pas une scène à célébrer, mais un rappel du prix du conflit où la représaille ne fait qu'engendrer plus de chagrin des deux côtés. Le monde entre dans une nouvelle ère où une technologie bon marché peut remodeler le champ de bataille, où même les petites nations peuvent résister aux superpuissances.
Mais au-delà de l'admiration pour la stratégie, nous ne pouvons oublier la vérité, la guerre ne laisse que des ruines. Cette vidéo a été réalisée à des fins éducatives pour aider les spectateurs à mieux comprendre le contexte, la stratégie et l'impact des conflits modernes. Si vous soutenez l'Ukraine, laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour les dernières analyses, car la vérité doit être entendue. Et ceux qui sont en première ligne méritent une voix.